La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas, partie 24 du livre audio, suite du tome 3. 31. Ce qui se passait du côté de la Bastille, tandis que Chicot payait ses dettes à l'abbaye Sainte-Geneviève. Il était 11 heures du soir. Le duc d'Anjou attendait impatiemment, dans le cabinet où il s'était retiré à la suite de la faiblesse dont il avait été pris rue Saint-Jacques, qu'un messager du duc de Guise vint lui annoncer l'abdication du roi, son frère. De la fenêtre à la porte du cabinet, et de la porte du cabinet aux fenêtres de l'antichambre, il allait et revenait, regardant la grande horloge dont les secondes tintaient lugubrement dans leur gaine de bois doré. Tout à coup, il entendit un cheval qui piaffait dans la cour. Il crut que ce cheval pouvait être celui de son messager, et courut s'appuyer au balcon. Mais ce cheval, tenu en bride par un palefrenier, attendait son maître. Le maître sortit des appartements intérieurs. C'était Bussy. Bussy, qui, en sa qualité de capitaine des gardes, venait, avant de se rendre à son rendez-vous, de donner le mot d'ordre pour la nuit. Le duc, en apercevant ce beau et brave jeune homme, dont il n'avait jamais eu à se plaindre, éprouva un instant de remords. Mais, à mesure qu'il le vit s'approcher de la torche que tenait le valet, son visage s'éclaira, et, sur ce visage, le duc lut tant de joie, d'espérance et de bonheur, que toute sa jalousie lui revint. Cependant, Bussy, ignorant que le duc le regardait et épiait les différentes émotions de son visage, Bussy, après avoir donné le mot d'ordre, roula le manteau sur ses épaules, se mit en selle et, piquant des deux son cheval, s'élança avec un grand bruit sous la voûte sonore. Un instant, le duc, inquiet de ne voir arriver personne, eut encore l'idée de faire courir après lui, car il se doutait bien qu'avant de se rendre à la Bastille, Bussy ferait une halte à son hôtel. Mais il se représenta le jeune homme riant avec Diane de son amour méprisé, le mettant, lui, prince, sur la même ligne que le mari dédaigné. Et, cette fois, encore, son mauvais instinct l'emporta sur le bon. Bussy avait souri de bonheur en partant. Ce sourire était une insulte au prince. Il le laissa aller. S'il eût eu le regard attristé et le front sombre, peut-être l'eût-il retenu. Cependant, à peine hors de l'hôtel d'Anjou, Bussy quitta son allure précipitée, comme s'il eût craint le bruit de sa propre marche. Et, passant à son hôtel, comme l'avait prévu le duc, il remit son cheval aux mains d'un palefrenier qui écoutait respectueusement une leçon d'hippiatrique que lui faisait Rémy. « Ah ah !» dit Bussy, reconnaissant le jeune docteur. « C'est toi, Rémy ?»« Oui, monseigneur, en personne. »« Et pas encore couché ?»« Il s'en faut de 10 minutes, monseigneur. Je rentrais chez moi, ou plutôt chez vous. En vérité, depuis que je n'ai plus mon blessé, il me semble que les jours ont 48 heures. »« T'ennuierais-tu, par hasard ?» demanda Bussy. « J'en ai peur. »« Et l'amour ? Ah, je vous l'ai dit souvent, l'amour, je m'en défie. Et je ne fais en général sur lui que des études utiles. Alors, Gertrude est abandonnée. Parfaitement. Ainsi, tu t'es lassé ? D'être battue. C'était ainsi que se manifestait l'amour de mon Amazone, brave fille, du reste. Et ton cœur ne te dit rien pour elle, ce soir ? Pourquoi ce soir, monseigneur ? Parce que je t'eusse emmené avec moi. À la Bastille ? Oui. Vous y allez ? Sans doute. Et le Montsoreau ? À Compiègne, mon cher, où il prépare une chasse pour sa majesté. Êtes-vous sûr, monseigneur ? L'ordre lui en a été donné publiquement ce matin. Ah ? Rémy demeura un instant pensif. Alors ? dit-il après un instant. Alors j'ai passé la journée à remercier Dieu du bonheur qu'il m'envoyait pour cette nuit, et je vais passer la nuit à jouir de ce bonheur. Bien. Jourdain, mon épée, fit Rémy.
Le palefrenier disparut dans l'intérieur de la maison. « Tu as donc changé d'avis ?» demanda Bussy. « En quoi ? En ce que tu prends ton épée. Oui, je vous accompagne jusqu'à la porte, pour 2 raisons. » « Lesquelles ? » « La première, de peur que vous ne fassiez, par les rues, quelque mauvaise rencontre. » Bussy sourit. « Eh, mon Dieu, oui, riez, monseigneur. Je sais bien que vous ne craignez pas les mauvaises rencontres, et que c'est un pauvre compagnon que le docteur Rémy. Mais on attaque moins facilement 2 hommes qu'un seul. La seconde, parce que j'ai une foule de bons conseils à vous donner. Viens, mon cher Rémy, viens, nous nous entretiendrons d'elle. Et après le plaisir de voir la femme qu'on aime, je n'en connais pas de plus grand que celui d'en parler. » « Il y a même des gens, répliqua Rémy, qui mettent le plaisir d'en parler avant celui de la voir. »« Mais, dit Bussy, il me semble que le temps est bien incertain. »« Raison de plus, le ciel est tantôt sombre, tantôt clair. J'aime la variété, moi. »« Merci, Jourdain, ajouta-t-il, s'adressant au palefrenier, qui lui rapportait sa rapière. Puis, se retournant vers le comte, « Me voici à vos ordres, monseigneur. Partons. » Bussy prit le bras du jeune docteur, et tous 2 s'acheminèrent vers la Bastille. Rémy avait dit au comte qu'il avait une foule de bons conseils à lui donner, et, en effet, à peine furent-ils en route, que le docteur commença de tirer du latin 1000 citations imposantes, pour prouver à Bussy qu'il avait tort de faire, ce soir-là, une visite à Diane, au lieu de se tenir tranquillement dans son lit, attendu que d'ordinaire, un homme se bat mal quand il a mal dormi. Puis, des apophthegmes de la faculté, il passa au mythe de la fable et raconta galamment que c'était d'habitude Vénus qui désarmait Mars. Bussy souriait, Rémy insistait. « Vois-tu, Rémy, dit le comte, quand mon bras tient une épée, il s'y attache de telle sorte que les fibres de la chair prennent la rigueur et la souplesse de l'acier, tandis que, de son côté, l'acier semble s'animer et s'échauffer, comme une chair vivante. De ce moment, mon épée est un bras et mon bras est une épée. Dès lors, comprends-tu, il ne s'agit plus de force ni de disposition. Une lame ne se fatigue pas. Non, mais elle s'émousse. Ne crains rien. Ah, mon cher seigneur, continua Rémy, c'est que demain, voyez-vous, il s'agit de faire un combat comme celui d'Hercule contre Anté, comme celui de Thésée contre le Minotaure, comme celui d'Étrante, comme celui de Bayard, quelque chose d'homérique, de gigantesque, d'impossible. Il s'agit qu'on dise dans l'avenir le combat de Bussy comme étant le combat par excellence. Et, dans ce combat, je ne veux pas, voyez-vous, je ne veux pas seulement qu'on vous entame la peau. Sois tranquille, mon bon Rémy. Tu verras des merveilles. J'ai, ce matin, mis 4 épées aux mains de 4 ferrailleurs qui, durant 8 minutes, n'ont pu, à eux 4, me toucher une seule fois, tandis que je leur ai mis leur pourpoint en loques. Je bondissais comme un tigre. Je ne dis pas le contraire, maître, mais vos jarrets de demain seront-ils vos jarrets d'aujourd'hui ? Ici, Bussy et son chirurgien entamèrent un dialogue latin, fréquemment interrompu par leurs éclats de rire. Ils parvinrent ainsi au bout de la grande rue Saint-Antoine. « Adieu, dit Bussy, nous sommes arrivés. »« Si je vous attendais, dit Rémy. »« Pourquoi faire ? Pour être sûr que vous serez de retour avant 2 heures et que vous aurez eu au moins 5 ou 6 heures de bon sommeil avant votre duel. »« Si je te donne ma parole ? » ?»« Oh, alors cela me suffira. »« La parole de Bussy, peste. Il ferait beau voir que j'en doutasse. »« Eh bien, tu l'as. Dans 2 heures, Rémy, je serai à l'hôtel. »« Soit. Adieu, monseigneur. »« Adieu, Rémy. » Les 2 jeunes gens se séparèrent, mais Rémy demeura en place. Il vit le comte s'avancer vers la maison et, comme l'absence de Montsoreau lui donnait toute sécurité, entrer par la porte que lui ouvrit Gertrude, et non pas monter par la fenêtre. Puis il reprit philosophiquement, à travers les rues désertes, sa marche vers l'hôtel Bussy. Comme il débouchait de la place Baudoyer,
il vit venir à lui 5 hommes enveloppés de manteaux et paraissant sous ces manteaux parfaitement armés. 5 hommes à cette heure, c'était un événement. Il s'effaça derrière l'angle d'une maison en retraite. Arrivé à 10 pas de lui, ces hommes s'arrêtèrent. Et, après un bonsoir cordial, 4 prirent 2 chemins différents, tandis que le 5e demeurait immobile et réfléchissant à sa place. En ce moment, la lune sortit d'un nuage et éclaira d'un de ses rayons le visage du coureur de nuit. « Monsieur de Saint-Luc !» s'écria Rémi. Saint-Luc leva la tête en entendant prononcer son nom et vit un homme qui venait à lui. « Rémi !» s'écria-t-il à son tour. « Rémi en personne, et je suis heureux de ne pas dire à votre service, attendu que vous me paraissez vous porter à merveille. Est-ce une indiscrétion que de vous demander ce que votre seigneurie fait à cette heure si loin du Louvre ? Ma foi, mon cher, j'examine, par ordre du roi, la physionomie de la ville. Il m'a dit « Saint-Luc, promène-toi dans les rues de Paris, et, si tu entends dire, par hasard, que j'ai abdiqué, réponds hardiment que ce n'est pas vrai. » Et avez-vous entendu parler de cela ? Personne ne m'en a soufflé le mot. Or, comme il va être minuit, que tout est tranquille et que je n'ai rencontré que monsieur de Montsoreau, j'ai congédié mes amis, et j'allais rentrer quand tu m'as vu réfléchissant. Comment ? Monsieur de Montsoreau ? Oui. Vous avez rencontré monsieur de Montsoreau ? Avec une troupe d'hommes armés, 10 ou 12 au moins. Monsieur de Montsoreau ? Impossible ! Pourquoi cela, impossible ? Parce qu'il doit être à Compiègne. Il devait y être, mais il n'y est pas. Mais l'ordre du roi ? Bah, qui est-ce qui obéit au roi ? Vous avez rencontré monsieur de Montsoreau avec 10 ou 12 hommes ? Certainement. Vous a-t-il reconnu ? Je le crois. Vous n'étiez que 5. Mes 4 amis et moi, pas davantage. Et il ne s'est pas jeté sur vous ? Il m'a évité, au contraire. Et c'est ce qui m'étonne. En le reconnaissant, je me suis attendu à une horrible bataille. De quel côté allait-il ? Du côté de la rue de la Tixeranderie. « Ah, mon Dieu !» s'écria Rémi. « Quoi ?» demanda Saint-Luc, effrayé de l'accent du jeune homme. « Monsieur de Saint-Luc, il va sans doute arriver un grand malheur. »« Un grand malheur ? À qui ? » ?»« À monsieur de Bussy. »« À Bussy ? Mordieu, parlez, Rémi, je suis de ses amis, vous le savez. »« Quel malheur ! Monsieur de Bussy le croyait à Compiègne. »« Eh bien, il a cru pouvoir profiter de son absence, de sorte qu'il est chez Madame Diane. »« Ah !» fit Saint-Luc, « cela s'embrouille. »« Oui, comprenez-vous, » dit Rémi, « il aura eu des soupçons, ou on les lui aura suggérés, et il n'aura faim de partir que pour revenir à l'improviste. »« Attendez donc, » dit Saint-Luc en se frappant le front. « Avez-vous une idée ?» répondit Rémi. « Il y a du duc d'Anjou là-dessous. Mais c'est le duc d'Anjou qui, ce matin, a provoqué le départ de monsieur de Montsoreau. Raison de plus. Avez-vous des poumons, mon brave Rémi ? Corbleu, comme des soufflets de forge. En ce cas, courons sans perdre un instant. Vous connaissez la maison ? Oui. Marchez devant, alors. » Et les 2 jeunes gens prirent à travers les rues une course qui eût fait honneur à Dédain poursuivi. « A-t-il beaucoup d'avance sur nous ?» demanda Rémi en courant. « Qui ? Le Montsoreau ? » ?»« Oui. 1 quart d'heure à peu près, » dit Saint-Luc en franchissant un tas de pierres de 5 pieds de haut. « Pourvu que nous arrivions à temps !» dit Rémi en tirant son épée pour être prêt à tout événement. 32. L'assassinat. Bussy, sans inquiétude et sans hésitation, avait été reçu sans crainte par Diane, qui croyait être sûre de l'absence de son mari. Jamais la belle jeune femme n'avait été si joyeuse, jamais Bussy n'avait été si heureux. Dans certains moments, dont l'âme, ou plutôt l'instinct conservateur sent toute la gravité, l'homme unit ses facultés morales à tout ce que ses sens peuvent lui fournir de ressources physiques. Il se concentre et se multiplie. Il aspire de toutes ses forces la vie qui peut lui manquer d'un moment à l'autre, sans qu'il devine par quelle catastrophe elle lui manquerait. Diane, émue, et d'autant plus émue qu'elle cherchait à cacher son émotion,
Diane, émue des craintes de ce lendemain menaçant, paraissait plus tendre parce que la tristesse, tombant au fond de tout amour, donne à cet amour le parfum de poésie qui lui manquait. La véritable passion n'est point folâtre, et l'œil d'une femme sincèrement éprise est plus souvent humide que brillant. Aussi débuta-t-elle par arrêter l'amoureux jeune homme. Ce qu'elle avait à lui dire, ce soir-là, c'est que sa vie était sa vie. Ce qu'elle avait à débattre avec lui, c'étaient les plus sûrs moyens de fuir. Car ce n'était pas le tout que de vaincre. Il fallait, après avoir vaincu, fuir la colère du roi. Car jamais Henri, c'était probable, ne pardonnerait au vainqueur la défaite ou la mort de ses favoris. Et puis, disait Diane, le bras passé autour du cou de Bussy et dévorant des yeux le visage de son amant, n'es-tu pas le plus brave de France ? Pourquoi mettrais-tu un point d'honneur à augmenter ta gloire ? Tu es déjà si supérieur aux autres hommes qu'il n'y aurait pas de générosité à toi de vouloir te grandir encore. Tu ne veux pas plaire aux autres femmes, car tu m'aimes, et tu craindrais de me perdre à jamais, n'est-ce pas, Louis ? Louis, défends ta vie. Je ne te dis pas « songe à la mort », car il me semble qu'il n'existe pas au monde un homme assez fort, assez puissant pour tuer mon Louis autrement que par trahison. Mais songe aux blessures. On peut être blessé, tu le sais bien, puisque c'est à une blessure reçue en combattant contre ces mêmes hommes que je dois de te connaître. « Sois tranquille, » dit Bussy en riant, « je garderai le visage. Je ne veux pas être défiguré. »« Oh, garde ta personne tout entière. Qu'elle te soit sacrée, mon Bussy, comme si toi, c'était moi. Songe à la douleur que tu éprouverais si tu me voyais revenir blessée et sanglante. Eh bien, la même douleur que tu ressentirais, je l'éprouverais en voyant ton sang. Sois prudent, mon lion trop courageux. Voilà tout ce que je te recommande. Fais comme ce Romain dont tu me lisais l'histoire pour me rassurer l'autre jour. Oh, imite-le bien. Laisse tes 3 amis faire leur combat. Porte-toi au secours du plus menacé. Mais si 2 hommes, si 3 hommes t'attaquent à la fois, fuis. Tu te retourneras comme Horace, et tu les tueras les uns après les autres, et à distance. « Oui, ma chère Diane, » dit Bussy. « Oh, tu me réponds sans m'entendre, Louis. Tu me regardes et tu ne m'écoutes pas. »« Oui, mais je te vois, et tu es bien belle. »« Ce n'est point de ma beauté qu'il s'agit en ce moment, mon Dieu. Il s'agit de toi, de ta vie, de notre vie. Tiens, c'est bien affreux ce que je vais te dire, mais je veux que tu le saches. Cela te rendra, non pas plus fort, mais plus prudent. Eh bien, j'aurai le courage de voir ce duel. »« Toi ? » ?»« J'y assisterai. »« Comment cela ? Impossible, Diane. »« Non, écoute. Il y a, tu sais, dans la chambre à côté de celle-ci, une fenêtre qui donne sur une petite cour et qui regarde de biais l'enclos des tournelles. »« Oui, je me le rappelle. Cette fenêtre élevée de 20 pieds à peu près et qui domine un treillis de fer, aux pointes duquel, l'autre jour, je faisais tomber du pain que les oiseaux venaient prendre. De là, comprends-tu ? Bussy, je te verrai. Surtout, place-toi de manière que je te voie. Tu sauras que je suis là, tu pourras me voir moi-même. Mais non, insensé que je suis, ne me regarde pas, car ton ennemi peut profiter de ta distraction. Et me tuer, n'est-ce pas ? Tandis que j'aurais les yeux fixés sur toi. Si j'étais condamné, et qu'on me laissa le choix de la mort, Diane, ce serait celle-là que je choisirais. Oui, mais tu n'es pas condamné. Mais il ne s'agit pas de mourir, il s'agit de vivre au contraire. Et je vivrai, sois tranquille. D'ailleurs, je suis bien secondé, crois-moi, tu ne connais pas mes amis. Mais je les connais. Antraguet tire l'épée comme moi. Ribérac est froid sur le terrain et semble n'avoir de vivant que les yeux avec lesquels il dévore son adversaire, et le bras avec lequel il le frappe. Livaro brille par une agilité de tigre. La partie est belle, crois-moi. Diane, trop belle. Je voudrais courir plus de danger pour avoir plus de mérite. Eh bien, je te crois, cher ami, et je souris, car j'espère. Mais écoute-moi et promets-moi de m'obéir. Oui, pourvu que tu ne m'ordonnes pas de te quitter. Eh bien, justement, j'en appelle à ta raison. Alors il ne fallait pas me rendre fou. Pas de concétie, mon beau gentilhomme, de l'obéissance. C'est en obéissant que l'on prouve son amour.
Ordonne, alors. Cher ami, tes yeux sont fatigués. Il te faut une bonne nuit. Quitte-moi. Oh, déjà. Je vais faire ma prière et tu m'embrasseras. Mais c'est toi qu'on devrait prier comme on prie les anges. Et crois-tu donc que les anges ne prient pas Dieu? Dit Diane en s'agenouillant. Et du fond du cœur, avec des regards qui semblaient, à travers le plafond, aller chercher Dieu sous les voûtes azurées du ciel. « Seigneur, dit-elle, si tu veux que ta servante vive heureuse et ne meure pas désespérée, protège celui que tu as poussé sur mon chemin pour que je l'aime et que je n'aime que lui. » Elle achevait ces paroles, Bussy se baissait pour l'envelopper de son bras et ramener son visage à la hauteur de ses lèvres, quand, tout à coup, une vitre de la fenêtre vola en éclats, puis la fenêtre elle-même, et 3 hommes armés parurent sur le balcon, tandis que le 4e enfourchait la balustrade. Celui-là avait le visage couvert d'un masque et tenait dans la main gauche un pistolet, de l'autre une épée nue. Bussy demeura un instant immobile et glacé par le cri épouvantable que poussa Diane en s'élançant à son cou. L'homme au masque fit un signe, et ses 3 compagnons avancèrent d'un pas. Un de ces 3 hommes était armé d'une arquebuse. Bussy, d'un même mouvement, écarta Diane avec la main gauche, tandis que de la droite, il tirait son épée. Puis, se repliant sur lui-même, il l'abaissa lentement et sans perdre de vue ses adversaires. « Allez, allez, mes braves !» dit-il d'une voix sépulcrale qui sortit de dessous le masque de velours. « Il est à moitié mort. La peur l'a tué. »« Tu te trompes, » dit Bussy. « Je n'ai jamais peur. » Diane fit un mouvement pour se rapprocher de lui. « Rangez-vous, Diane, » dit-il avec fermeté. Mais Diane, au lieu d'obéir, se jeta une seconde fois à son cou. « Vous allez me faire tuer, madame, » dit-il. Diane s'éloigna, le démasquant entièrement. Elle comprenait qu'elle ne pouvait venir en aide à son amant que d'une seule manière, c'était en obéissant passivement. « Ah ah !» dit la voix sombre. « C'est bien monsieur de Bussy. Je ne le voulais pas croire, niais que je suis. Vraiment, quel ami, quel bon et excellent ami !» Bussy se taisait, tout en mordant ses lèvres, et en examinant tout autour de lui quels seraient ses moyens de défense quand il faudrait en venir aux mains. « Il apprend », continua la voix avec une intonation railleuse que rendait encore plus terrible sa vibration profonde et sombre. « Il apprend que le grand veneur est absent, qu'il a laissé sa femme seule, que cette femme peut avoir peur, et il vient lui tenir compagnie. Et quand cela ? La veille d'un duel. Je le répète, quel bon et excellent ami que le seigneur de Bussy. »« Ah, c'est vous, monsieur de Montsoreau, » dit Bussy. « Bon, jetez votre masque. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. »« Ainsi ferai-je, » répliqua le grand veneur. Et il jeta loin de lui le loup de velours noir. Diane poussa un faible cri. La pâleur du comte était celle d'un cadavre, tandis que son sourire était celui d'un damné. « Ça, finissons, monsieur, » dit Bussy. « Je n'aime pas les façons bruyantes, et c'était bon pour les héros d'Homère, qui étaient des demi-dieux, de parler avant de se battre. Moi, je suis un homme. Seulement, je suis un homme qui n'a pas peur. Attaquez-moi, ou laissez-moi passer. » Montsoreau répondit par un rire sourd et strident qui fit tressaillir Diane, mais qui provoqua chez Bussy la plus bouillante colère. « Passage, voyons !» répéta le jeune homme, dont le sang, qui un instant avait reflué vers son cœur, lui montait aux tempes. « Oh oh !» fit Montsoreau. « Passage ! Comment dites-vous cela, monsieur de Bussy ? » « Alors, croisez donc le fer, et finissons-en, » dit le jeune homme. « J'ai besoin de rentrer chez moi, et je demeure loin. »« Vous étiez venu pour coucher ici, monsieur, » dit le grand veneur, « et vous y coucherez. » Pendant ce temps, la tête de 2 autres hommes apparaissait à travers les barres du balcon, et ces 2 hommes, enjambant la balustrade, vinrent se placer près de leurs camarades. « 4 et 2 font 6, » dit Bussy. « Où sont les autres ? » « Ils sont à la porte et attendent, » dit le grand veneur. Diane tomba sur ses genoux, et, quelque effort qu'elle fit, Bussy entendit ses sanglots. Il jeta un coup d'œil rapide sur elle,
Puis, ramenant son regard vers le comte, « Mon cher monsieur, dit-il, après avoir réfléchi une seconde, vous savez que je suis un homme d'honneur. »« Oui, dit Montsoreau, vous êtes un homme d'honneur, comme madame est une femme chaste. »« Bien, monsieur, répondit Bussy en faisant un léger mouvement de tête de haut en bas. C'est vif, mais c'est mérité, et tout cela se payera ensemble. Seulement, comme j'ai demain partie liée avec 4 gentilshommes que vous connaissez, et qu'ils ont la priorité sur vous, je réclame la grâce de me retirer ce soir, en vous engageant ma parole de me retrouver où et quand vous voudrez. » Montsoreau haussa les épaules. « Écoutez, dit Bussy, je jure Dieu, monsieur, que lorsque j'aurai satisfait messieurs de Schomberg, d'Épernon, Caylus et Maugiron, je serai à vous. Tout à vous et rien qu'à vous. S'ils me tuent, oh bien, vous serez payés par leurs mains, voilà tout. Si, au contraire, je me trouve en fond pour vous payer moi-même. » Montsoreau se retourna vers ses gens. « Allons, leur dit-il, su, mes braves. »« Ah, dit Bussy, je me trompais, ce n'est plus un duel, c'est un assassinat. »« Parbleu, fit Montsoreau. »« Oui, je le vois. Nous nous étions trompés tous deux, l'un à l'égard de l'autre. Mais songez-y, monsieur. Le duc d'Anjou prendra mal la chose. »« C'est lui qui m'envoie, dit Montsoreau. » Bussy frissonna. Diane leva les mains au ciel avec un gémissement. « En ce cas, dit le jeune homme, j'en appelle à Bussy tout seul. Tenez-vous bien, mes braves. » Et, d'un tour de main, il renversa le prie-dieu, attira à lui une table et jeta sur le tout une chaise, de sorte qu'il avait, en une seconde, improvisé comme un rempart entre lui et ses ennemis. Ce mouvement avait été si rapide que la balle partie de l'arquebuse ne frappa que le prie-dieu, dans l'épaisseur duquel elle se logea en s'amortissant. Pendant ce temps, Bussy abattait une magnifique crédence du temps de François Ier et l'ajoutait à son retranchement. Diane se trouva cachée par ce dernier meuble. Elle comprenait qu'elle ne pouvait aider Bussy que de ses prières, et elle priait. Bussy jeta un coup d'œil sur elle, puis sur les assaillants, puis sur son rempart improvisé. « Allez, maintenant, dit-il, mais prenez garde, mon épée pique. » Les braves, poussés par Montsoreau, firent un mouvement vers le sanglier qui les attendait, replié sur lui-même et les yeux ardents. L'un d'eux allongea même la main vers le prie-dieu pour la tirer à lui. Mais avant que sa main eût touché le meuble protecteur, l'épée de Bussy, passant par une meurtrière, avait pris le bras dans toute sa longueur et l'avait percé depuis la saignée jusqu'à l'épaule. L'homme poussa un cri et se recula jusqu'à la fenêtre. Bussy entendit alors des pas rapides dans le corridor et se crut pris entre deux feux. Il s'élança vers la porte pour en pousser les verrous. Mais, avant qu'il l'eût atteinte, elle s'ouvrit. Le jeune homme fit un pas en arrière pour se mettre en défense à la fois contre ses anciens et contre ses nouveaux ennemis. 2 hommes se précipitèrent par cette porte. « Ah, cher maître !» cria une voix bien connue. « Arrivons-nous à temps ?»« Rémi !» dit le comte. « Et moi !» cria une seconde voix. « Il paraît que l'on assassine, ici ?» Bussy reconnut cette voix et poussa un rugissement de joie. « Saint-Luc !» dit-il. « Moi-même. »« Ah ah !» dit Bussy. « Je crois maintenant, cher monsieur de Montsoreau, que vous ferez bien de nous laisser passer, car maintenant, si vous ne vous rangez pas, nous passerons sur vous. »« 3 hommes à moi !» cria Montsoreau. Et l'on vit 3 nouveaux assaillants apparaître au-dessus de la balustrade. « Ah ça, mais ils ont donc une armée ?» dit Saint-Luc. « Mon Dieu, Seigneur, protégez-le !» priait Diane. « Infâme !» cria Montsoreau, et il s'avança pour frapper Diane. Bussy vit le mouvement. Agile comme un tigre, il sauta d'un bond par-dessus le retranchement. Son épée rencontra celle de Montsoreau, puis il se fendit et le toucha à la gorge. Mais la distance était trop grande, il en fut quitte pour une écorchure. 5 ou 6 hommes fondirent à la fois sur Bussy. Un de ces hommes tomba sous l'épée de Saint-Luc. « En avant !» cria Rémi. « Non pas en avant !» dit Bussy. « Au contraire, Rémi, prends et emporte Diane. » Montsoreau poussa un rugissement et arracha un pistolet des mains d'un des nouveaux venus. Rémi hésitait. « Mais vous, dit-il. »« Enlève, enlève !» cria Bussy. « Je te la confie. »
« Mon Dieu !» murmura Diane. « Mon Dieu ! Secourez-le !»« Venez, madame, » dit Rémi. « Jamais, non, jamais je ne l'abandonnerai. » Rémi l'enleva entre ses bras. « Bussy !» cria Diane. « Bussy ! À moi ! Au secours !» La pauvre femme était folle, elle ne distinguait plus ses amis de ses ennemis. Tout ce qui l'écartait de Bussy lui était fatal et mortel. « Va, va, dit Bussy, je te rejoins. »« Oui !» hurla Monsoreau. « Oui, tu la rejoindras, je l'espère. » Bussy vit le Haudouin osciller, puis s'affaisser sur lui-même et presque aussitôt tomber en entraînant Diane. Bussy jeta un cri et, se retournant, « Ce n'est rien, maître, » dit Rémi. « C'est moi qui ai reçu la balle, elle est sauve. » 3 hommes se jetèrent sur Bussy. Au moment où il se retournait, Saint-Luc passa entre Bussy et les 3 hommes. Un des 3 tomba. Les 2 autres reculèrent. « Saint-Luc, » dit Bussy, « Saint-Luc, par celle que tu aimes, sauve Diane. » « Mais toi, moi, je suis un homme. » Saint-Luc s'élança vers Diane, déjà relevée sur ses genoux, la prit entre ses bras et disparut avec elle par la porte. « À moi !» cria Monsoreau. « À moi, ceux de l'escalier !»« Ah, scélérat !» cria Bussy. « Ah, lâche !» Monsoreau se retira derrière ses hommes. Bussy tira un revers et poussa un coup de pointe. Du premier, il fendit une tête par la tempe. Du second, il troua une poitrine. « Cela déblaye, dit-il. Puis il revint dans son retranchement. « Fuyez, maître, fuyez, murmura Rémi. « Moi, fuir? Fuir devant des assassins ?» Puis, se penchant vers le jeune homme, « Il faut que Diane se sauve, lui dit-il. Mais toi, qu'as-tu ?»« Prenez garde, dit Rémi, prenez garde. » En effet, 4 hommes venaient de s'élancer par la porte de l'escalier. Bussy se trouvait pris entre 2 troupes. Mais il n'eut qu'une pensée. « Et Diane !» cria-t-il. « Diane !» Alors, sans perdre une seconde, il s'élança sur ces 4 hommes. Pris au dépourvu, 2 tombèrent, un blessé, un mort. Puis, comme Monsoreau avançait, il fit un pas de retraite et se trouva derrière son rempart. « Poussez les verrous !» cria Monsoreau. « Tournez la clé ! Nous le tenons ! Nous le tenons !» Pendant ce temps, par un dernier effort, Rémi s'était traîné jusque devant Bussy. Il venait ajouter son corps à la masse du retranchement. Il y eut une pause d'un instant. Bussy, les jambes fléchies, le corps collé à la muraille, le bras plié, la pointe en arrêt, jeta un rapide regard autour de lui. 7 hommes étaient couchés à terre, 9 restaient debout. Bussy les compta des yeux. Mais, en voyant reluire 9 épées, en entendant Monsoreau encourager ses hommes, en sentant ses pieds clapoter dans le sang, ce vaillant, qui n'avait jamais connu la peur, vit comme l'image de la mort se dresser au fond de la chambre et l'appeler avec son morne sourire. « Sur 9, dit-il, j'en tuerai bien 5 encore. Mais les 4 autres me tueront. Il me reste des forces pour 10 minutes de combat. Eh bien, faisons pendant les 10 minutes ce que jamais homme ne fit ni ne fera. » Alors, détachant son manteau, dont il enveloppa son bras gauche comme d'un bouclier, il fit un bond jusqu'au milieu de la chambre, comme s'il eût été indigne de sa renommée de combattre plus longtemps à couvert. Là, il rencontra un fouillis dans lequel son épée glissa comme une vipère dans sa couvée. 3 fois, il vit jour et allongea le bras dans ce jour. 3 fois, il entendit crier le cuir des baudriers ou le buffle des justaucorps, et 3 fois, un filet de sang tiède coula jusque sur sa main droite par la rainure de la lame. Pendant ce temps, il avait paré 20 coups de taille ou de pointe avec son bras gauche. Le manteau était haché. La tactique des assassins changea en voyant tomber 2 hommes et se retirer le 3e. Ils renoncèrent à faire usage de l'épée. Les uns tombèrent sur lui à coups de crosse de mousquet, les autres tirèrent sur lui leurs pistolets dont il ne s'était pas encore servi et dont il eut l'adresse d'éviter les balles, soit en se jetant de côté, soit en se baissant. Dans cette heure suprême, tout son être se multipliait, car non seulement il voyait, entendait et agissait, mais encore il devinait presque la plus subite et la plus secrète pensée de ses ennemis. Bussy enfin était dans un de ces moments où la créature atteint l'apogée de la perfection. Il était moins qu'un dieu, parce qu'il était mortel, mais il était certes plus qu'un homme. Alors il pensa que tuer Monsoreau se devait mettre fin au combat.
Il le chercha donc des yeux parmi ses assassins. Mais celui-ci, aussi calme que Bussy était animé, chargeait les pistolets de ses gens, ou, les prenant tous chargés de leurs mains, tirait tout en se tenant masqué derrière ses spadassins. Mais c'était chose facile pour Bussy que de faire une trouée. Il se jeta au milieu des sbires qui s'écartèrent et se trouva face à face avec Montsoreau. En ce moment, celui-ci, qui tenait un pistolet tout armé, ajusta Bussy et fit feu. La balle rencontra la lame de l'épée et la brisa à 6 pouces au-dessous de la poignée. « Désarmez !» cria Montsoreau. « Désarmez !» Bussy fit un pas de retraite et, en reculant, ramassa sa lame brisée. En une seconde, elle fut soudée à son poignet avec son mouchoir. Et la bataille recommença, présentant ce spectacle prodigieux d'un homme presque sans armes, mais aussi presque sans blessure, épouvantant 6 hommes bien armés et se faisant un rempart de 10 cadavres. La lutte recommença et redevint plus terrible que jamais. Tandis que les gens de Montsoreau se ruaient sur Bussy, Montsoreau, qui avait deviné que le jeune homme cherchait une arme par terre, tirait à lui toutes celles qui pouvaient être à sa portée. Bussy était entouré. Le tronçon de sa lame, ébréché, tordu, émoussé, vacillait dans sa main. La fatigue commençait à engourdir son bras. Il regardait autour de lui, quand un des cadavres ranimés se relève sur ses genoux, lui met aux mains une longue et forte rapière. Ce cadavre, c'était Rémy, dont le dernier effort était un dévouement. Bussy poussa un cri de joie et bondit en arrière afin de dégager sa main de son mouchoir et de se débarrasser du tronçon devenu inutile. Pendant ce temps, Montsoreau s'approcha de Rémy et lui déchargea, à bout portant, son pistolet dans la tête. Rémy tomba, le front fracassé, et, cette fois, pour ne plus se relever. Bussy jeta un cri, ou plutôt poussa un rugissement. Les forces lui étaient revenues, avec les moyens de défense. Il fit siffler son épée en cercle, abattit un poignet à droite et ouvrit une joue à gauche. La porte se trouvait dégagée par ce double coup. Agile et nerveux, il s'élança contre elle et essaya de l'enfoncer avec une secousse qui ébranla le mur. Mais les verrous lui résistèrent. Épuisé de l'effort, Bussy laissa retomber son bras droit, tandis que, du gauche, il essayait de tirer les verrous derrière lui, tout en faisant face à ses adversaires. Pendant cette seconde, il reçut un coup de feu, qui lui perça la cuisse, et 2 coups d'épée lui entamèrent les flancs. Mais il avait tiré les verrous et tourné la clé. Hurlant et sublime de fureur, il foudroya d'un revers le plus acharné des bandits, et, se fendant sur Montsoreau, il le toucha à la poitrine. Le grand veneur vociféra une malédiction. « Ah !» dit Bussy en tirant la porte. « Je commence à croire que j'échapperai !» Les 4 hommes jetèrent leurs armes et s'accrochèrent à Bussy. Ils ne pouvaient l'atteindre avec le fer, tant sa merveilleuse adresse le faisait invulnérable. Ils tentèrent de l'étouffer. Mais à coups de pommeau d'épée, mais à coups de taille, Bussy les assommait, les hachait sans relâche. Montsoreau s'approcha 2 fois du jeune homme et fut touché 2 fois encore. Mais 3 hommes s'attachèrent à la poignée de son épée et la lui arrachèrent des mains. Bussy ramassa un trépied de bois sculpté qui servait de tabouret, frappa 3 coups, abattit 2 hommes. Mais le trépied se brisa sur l'épaule du dernier, qui resta debout. Celui-là lui enfonça sa dague dans la poitrine. Bussy le saisit au poignet, arracha la dague et, la retournant contre son adversaire, il le força de se poignarder lui-même. Le dernier sauta par la fenêtre. Bussy fit 2 pas pour le poursuivre, mais Montsoreau, étendu parmi les cadavres, se releva à son tour et lui ouvrit le jarret d'un coup de couteau. Le jeune homme poussa un cri, chercha des yeux une épée, ramassa la première venue et la plongea si vigoureusement dans la poitrine du grand veneur qu'il le cloua au parquet. « Ah !» s'écria Bussy. « Je ne sais pas si je mourrai, mais du moins, je t'aurais vu mourir !» Montsoreau voulut répondre, mais ce fut son dernier soupir qui passa par sa bouche entr'ouverte. Bussy alors se traîna vers le corridor. Il perdait tout son sang par sa blessure de la cuisse et surtout par celle du jarret. Il jeta un dernier regard derrière lui. La lune venait de sortir, brillante d'un nuage. Sa lumière entrait dans cette chambre inondée de sang.
Elle vint se mirer aux vitres et illuminer les murailles hachées par les coups d'épée, trouées par les balles, effleurant au passage les pâles visages des morts, qui, pour la plupart, avaient conservé, en expirant, le regard féroce et menaçant de l'assassin. Bussy, à la vue de ce champ de bataille peuplé par lui, tout blessé, tout mourant qu'il était, se sentit pris d'un orgueil sublime. Comme il l'avait dit, il avait fait ce qu'aucun homme n'aurait pu faire. Il lui restait maintenant à fuir, à se sauver, mais il pouvait fuir, car il fuyait devant les morts. Mais tout n'était pas fini pour le malheureux jeune homme. En arrivant sur l'escalier, il vit reluire des armes dans la cour. Un coup de feu partit. La balle lui traversa l'épaule. La cour était gardée. Alors il songea à cette petite fenêtre par laquelle Diane lui promettait de regarder le combat du lendemain, et, aussi rapidement qu'il put, il se traîna de ce côté. Elle était ouverte, en encadrant un beau ciel parsemé d'étoiles. Bussy referma et verrouilla la porte derrière lui. Puis il monta sur la fenêtre à grand-peine, enjamba la rampe et mesura des yeux la grille de fer afin de sauter de l'autre côté. « Oh, je n'aurai jamais la force, murmura-t-il. » Mais, en ce moment, il entendit des pas dans l'escalier. C'était la seconde troupe qui montait. Bussy était hors de défense. Il rappela toutes ses forces. S'aidant de la seule main et du seul pied dont il put se servir encore, il s'élança. Mais, en s'élançant, la semelle de sa botte glissa sur la pierre. Il avait tant de sang aux pieds. Il tomba sur les pointes du fer. Les unes pénétrèrent dans son corps, les autres s'accrochèrent à ses habits, et il demeura suspendu. En ce moment, il pensa au seul ami qui lui resta au monde. « Saint-Luc !» cria-t-il. « À moi, Saint-Luc, à moi !»« Ah, c'est vous, monsieur de Bussy !» dit tout à coup une voix sortant d'un massif d'arbres. Bussy tressaillit. Cette voix n'était pas celle de Saint-Luc. « Saint-Luc !» cria-t-il de nouveau. « À moi, à moi ! Ne crains rien pour Diane. J'ai tué le Montsoreau. » Il espérait que Saint-Luc était caché aux environs et viendrait à cette nouvelle. « Ah, le Montsoreau est tué ?» dit une autre voix. « Oui. »« Bien. » Et Bussy vit deux hommes sortir du massif. Ils étaient masqués, tous deux. « Messieurs, » dit Bussy, « messieurs, au nom du ciel, secourez un pauvre gentilhomme qui peut échapper encore si vous le secourez. »« Qu'en pensez-vous, monseigneur ?» demanda à demi-voix un des deux inconnus. « Imprudent, » dit l'autre. « Monseigneur !» s'écria Bussy, qui avait entendu, tant l'acuité de ses sens s'était augmentée du désespoir de sa situation. « Monseigneur, délivrez-moi, et je vous pardonnerai de m'avoir trahi. »« Entends-tu ?» dit l'homme masqué. « Qu'ordonnez-vous ? » ?»« Eh bien, que tu le délivres. » Puis il ajouta, avec un rire que cacha son masque. « De ses souffrances !» Bussy tourna la tête du côté par où venait la voix qui osait parler avec un accent railleur dans un pareil moment. « Oh, je suis perdu !» murmura-t-il. En effet, au même moment, le canon d'une arquebuse se posa sur sa poitrine. Et le coup partit. La tête de Bussy retomba sur son épaule. Ses mains se roidirent. « Assassin !» dit-il. « Sois maudit !» Et il expira en prononçant le nom de Diane. Les gouttes de son sang tombèrent du treillis sur celui qu'on avait appelé Monseigneur. « Est-il mort ?» crièrent plusieurs hommes qui, après avoir enfoncé la porte, apparaissaient à la fenêtre. « Oui !» cria Aurilly, « mais fuyez. Songez que Monseigneur le duc d'Anjou était le protecteur et l'ami de Monsieur de Bussy. » Les hommes n'en demandèrent pas davantage. Ils disparurent. Le duc entendit le bruit de leurs pas s'éloigner, décroître et se perdre. « Maintenant, Aurilly, » dit l'autre homme masqué, « monte dans cette chambre et jette-moi par la fenêtre le corps du Montsoreau. » Aurilly monta, reconnut, parmi ce nombre inouï de cadavres, le corps du grand veneur, le chargea sur ses épaules et,
comme le lui avait ordonné son compagnon, il jeta par la fenêtre le corps, qui, en tombant, vint à son tour éclabousser de son sang les habits du duc d'Anjou. François fouilla sous le juste corps du grand veneur et en tira l'acte d'alliance signé de sa royale main. « Voilà ce que je cherchais, dit-il. Nous n'avons plus rien à faire ici. »« Et Diane ?» demanda Aurilly, de la fenêtre. « Ma foi, je ne suis plus amoureux. Et, comme elle ne nous a pas reconnus, détache-la, détache aussi Saint-Luc, et que tous deux s'en aillent où ils voudront. » Aurilly disparut. « Je ne serai pas roi de France de ce coup-ci encore, » dit le duc en déchirant l'acte en morceaux. « Mais, de ce coup-ci non plus, je ne serai pas encore décapité pour cause de haute trahison. » 33. Comment frère Gorenflot se trouva plus que jamais entre la potence et l'abbaye. L'aventure de la conspiration fut, jusqu'au bout, une comédie. Les Suisses, placés à l'embouchure de ce fleuve d'intrigues, non plus que les gardes françaises embusquées à son confluent, et qui avaient tendu là leurs filets pour y prendre les gros conspirateurs, ne purent pas même saisir le fretin. Tout le monde avait filé par le passage souterrain. Ils ne virent donc rien sortir de l'abbaye. Ce qui fit qu'aussitôt la porte enfoncée, Crillon se mit à la tête d'une trentaine d'hommes et fit invasion dans Sainte-Geneviève avec le roi. Un silence de mort régnait dans les vastes et sombres bâtiments. Crillon, en homme de guerre expérimenté, eût mieux aimé un grand bruit. Il craignait quelque embûche. Mais en vain se couvrit-on d'éclaireurs, en vain ouvrit-on les portes et les fenêtres, en vain fouilla-t-on la crypte, tout était désert. Le roi marchait des premiers, l'épée à la main, criant à tue-tête « Chicot ! Chicot !» Personne ne répondait. « L'aurait-il tué ?» disait le roi. « Mordieu, il me payerait, mon fou, le prix d'un gentilhomme. » « Vous avez raison, sire, » répondit Crillon, « car c'en est un, et des plus braves. » Chicot ne répondait pas, parce qu'il était occupé à fustiger M. de Mayenne, et qu'il prenait un si grand plaisir à cette occupation qu'il ne voyait ni n'entendait rien de ce qui se passait autour de lui. Cependant, lorsque le duc eut disparu, lorsque Gorenflot fut évanoui, comme rien ne préoccupait plus Chicot, il entendit appeler et reconnut la voix royale. « Par ici, mon fils, par ici !» cria-t-il de toute sa force, en essayant de remettre au moins Gorenflot sur son derrière. Il y parvint, et l'adossa contre un arbre. La force qu'il était obligé d'employer à cette œuvre charitable ôtait à sa voix une partie de sa sonorité, de sorte que Henri crut un instant remarquer que cette voix arrivait à lui empreinte d'un accent lamentable. Il n'en était cependant rien. Chicot, au contraire, était dans toute l'exaltation du triomphe. Seulement, voyant le piteux état du moine, il se demandait s'il fallait faire percer à jour cette traîtresse bedaine ou user de clémence envers ce volumineux tonneau. Il regardait donc Gorenflot comme, pendant un instant, Auguste eût regardé Cinna. Gorenflot devenait peu à peu à lui, et, si stupide qu'il fût, il ne l'était pas cependant au point de se faire illusion sur ce qui l'attendait. D'ailleurs, il ne ressemblait pas mal à ces sortes d'animaux incessamment menacés par les hommes qui sentent instinctivement que jamais la main ne les touche que pour les battre, que jamais la bouche ne les effleure que pour les manger. Ce fut dans cette disposition intérieure d'esprit qu'il rouvrit les yeux. « Seigneur Chicot !» s'écria-t-il. « Ah ah !» fit le Gascon. « Tu n'es donc pas mort ?»« Mon bon seigneur Chicot !» continua le moine en faisant un effort pour joindre les deux mains devant son énorme ventre. « Est-il donc possible que vous me livriez à mes persécuteurs, moi, Gorenflot ?»« Canaille !» dit Chicot avec un accent de tendresse mal déguisé. Gorenflot se mit à hurler. Après être parvenu à joindre les mains, il essayait de se les tordre.
Moi qui ai fait avec vous de si bons dîners, cria-t-il en suffoquant. Moi qui buvais si gracieusement, selon vous, que vous m'appeliez toujours le roi des éponges. Moi qui aimais tant les poulardes que vous commandiez à la corne d'abondance, que je n'en laissais jamais que les os. Ce dernier trait parut le sublime du genre à Chicot, et le détermina tout à fait pour la clémence. « Les voilà, juste Dieu !» cria Gorenflot en essayant de se relever, mais sans pouvoir en venir à bout. « Les voilà, ils viennent, je suis mort. Oh, mon bon seigneur Chicot, secourez-moi !» Et le moine, ne pouvant parvenir à se relever, se jeta, ce qui était plus facile, la face contre terre. « Relève-toi, dit Chicot. Me pardonnez-vous ? Nous verrons. Vous m'avez tant battu que cela peut passer comme ça. » Chicot éclata de rire. Le pauvre moine avait l'esprit si troublé qu'il avait cru recevoir les coups remboursés à Mayenne. « Vous riez, bon seigneur Chicot, dit-il. Eh, sans doute, je ris, animal. Je vivrai donc. Peut-être. Enfin, vous ne ririez pas si votre Gorenflot allait mourir. Cela ne dépend pas de moi, dit Chicot. Cela dépend du roi. Le roi seul a droit de vie et de mort. Gorenflot fit un effort et parvint à se caler sur ses deux genoux. En ce moment, les ténèbres furent envahies par une splendide lumière. Une foule d'habits brodés et d'épées flamboyantes, aux lueurs des torches, entoura les deux amis. « Ah, Chicot, mon cher Chicot, s'écria le roi, que je suis aise de te revoir. »« Vous entendez, mon bon monsieur Chicot, dit tout bas le moine. Ce grand prince est heureux de vous revoir. »« Eh bien, dans son bonheur, il ne vous refusera point ce que vous lui demanderez. Demandez-lui ma grâce. » Au vilain Hérode ? Oh, silence, cher monsieur Chicot. Eh bien, sire, demanda Chicot en se retournant vers le roi, combien en tenez-vous ? Confiteor, disait Gorenflot. Pas un, répliqua Crillon. Les traîtres. Il faut qu'ils aient trouvé quelque ouverture à nous inconnus. C'est probable, dit Chicot. Mais tu les as vus, dit le roi. Certainement que je les ai vus. Tous, depuis le premier jusqu'au dernier. Confiteor, répétait Gorenflot, qui ne pouvait sortir de là. Tu les as reconnus, sans doute. Non, sire. Comment ? Tu ne les as pas reconnus ? C'est-à-dire, je n'en ai reconnu qu'un seul, et encore. Et encore ? Ce n'était pas à son visage, sire. Et lequel as-tu reconnu ? Monsieur de Mayenne. Monsieur de Mayenne ? Celui à qui tu devais… Eh bien, nous sommes quittes, sire. Ah, conte-moi donc cela, Chicot. Plus tard, mon fils, plus tard. Occupons-nous du présent. Confiteor, répétait Gorenflot. Ah, vous avez fait un prisonnier, dit tout à coup Crillon en laissant tomber sa large main sur Gorenflot, qui, malgré la résistance que présentait sa masse, plia sous le coup. Le moine perdit la parole. Chicot tarda à répondre, permettant que, pour un moment, toutes les angoisses qui naissent de la plus profonde terreur vinssent habiter le cœur du malheureux moine. Gorenflot faillit s'évanouir une seconde fois en voyant autour de lui tant de colères inassouvies. Enfin, après un moment de silence, pendant lequel Gorenflot crut entendre bruire à son oreille la trompette du jugement dernier, « Sire, dit Chicot, regardez bien ce moine. » Un des assistants approcha une torche du visage de Gorenflot. Celui-ci ferma les yeux pour avoir moins à faire en passant de ce monde dans l'autre. « Le prédicateur Gorenflot » s'écria Henri. « Confiteor, confiteor, confiteor » répéta vivement le moine. « Lui-même, répondit Chicot. « Celui qui… » Justement, interrompit le Gascon. « Ah ah » fit le roi d'un air de satisfaction. On eût recueilli la sueur avec une écuelle sur les joues de Gorenflot. Et il y avait de quoi, car on entendait sonner les épées, comme si le fer lui-même eût été doué de vie et ému d'impatience. Quelques-uns s'approchèrent, menaçants.
Gorenflot les sentit plutôt qu'il ne les vit venir et poussa un faible cri. « Attendez, dit Chicot. Il faut que le roi sache tout. » Et prenant Henri à l'écart, « Mon fils, lui dit-il, tout bas, rends grâce au Seigneur d'avoir permis à ce saint homme de naître, il y a quelque 35 ans, car c'est lui qui nous a sauvés tous. » « Comment cela ? » ?»« Oui, c'est lui qui m'a raconté le complot depuis Alpha jusqu'à Oméga. »« Quand cela ? » ?»« Il y a 8 jours à peu près, de sorte que si jamais les ennemis de votre majesté le trouvaient, ce serait un homme mort. » Gorenflot n'entendit que les derniers mots, « un homme mort. » Et il tomba sur ses 2 mains. « Digne homme, dit le roi en jetant un bienveillant coup d'œil sur cette masse de chair, qui, au regard de tout homme sensé, ne représentait qu'une somme de matière capable d'absorber et d'éteindre les brasiers d'intelligence. Digne homme, nous le couvrirons de notre protection. » Gorenflot saisit au vol ce regard miséricordieux et demeura, comme le masque du parasite antique, riant d'un côté jusqu'aux dents et pleurant de l'autre jusqu'aux oreilles. « Et tu feras bien, mon roi, répondit Chicot, car c'est un serviteur des plus étonnants. »« Que penses-tu donc qu'il faille faire de lui ?» demanda le roi. « Je pense que, tant qu'il sera dans Paris, il courra gros risques. »« Si je lui donnais des gardes, dit le roi. » Gorenflot entendit cette proposition de Henri. « Bon, dit-il, il paraît que j'en serai quitte pour la prison. J'aime encore mieux cela que l'estrapade. Et pourvu qu'on me nourrisse bien. »« Non pas, dit Chicot, inutile, il suffit que tu me permettes de l'emmener. »« Où cela ? » ?»« Chez moi. »« Eh bien, emmène-le, et reviens au Louvre, où je vais retrouver nos amis pour les préparer au jour de demain. »« Levez-vous, mon révérend père, dit Chicot au moine. »« Il raille, murmura Gorenflot, mauvais cours. »« Mais relève-toi donc, brute !» reprit tout bas le Gascon en lui donnant un coup de genou au derrière. « Ah, j'ai bien mérité cela !» s'écria Gorenflot. « Que dit-il donc ?» demanda le roi. « Sire, reprit Chicot, il se rappelle toutes ses fatigues, il énumère toutes ses tortures, et, comme je lui promets la protection de votre majesté, il dit dans la conscience de ce qu'il vaut, « J'ai bien mérité cela. » « Pauvre diable, dit le roi, aie en bien soin, au moins, mon ami. Ah, soyez tranquille, sire, quand il est avec moi, il ne manque de rien. »« Ah, monsieur Chicot, s'écria Gorenflot, mon cher monsieur Chicot, où me mène-t-on ? Tu le sauras tout à l'heure. En attendant, remercie sa majesté, monstre d'iniquité. Remercie. De quoi ? Remercie, te dis-je. Sire, balbutia Gorenflot, puisque votre gracieuse majesté... Oui, dit Henri, je sais tout ce que vous avez fait dans votre voyage de Lyon, pendant la soirée de la Ligue, et aujourd'hui enfin. Soyez tranquille, vous serez récompensé selon vos mérites. Gorenflot poussa un soupir. « Où est Panurge ? demanda Chicot. « Dans l'écurie, pauvre bête. »« Eh bien, va le chercher, monte dessus et reviens me trouver ici. »« Oui, monsieur Chicot. » Et le moine s'éloigna le plus vite qu'il put, étonné de ne pas être suivi par des gardes. « Maintenant, mon fils, dit Chicot, garde 20 hommes pour ton escorte, et détache-en 10 autres avec monsieur de Grillon. Où dois-je les envoyer ? À l'hôtel d'Anjou, et qu'on t'amène ton frère. » « Pourquoi cela ? Pour qu'il ne se sauve pas une seconde fois. »« Est-ce que mon frère ? T'es-tu mal trouvé d'avoir suivi mes conseils aujourd'hui ? Non, par la mort Dieu. Eh bien, fais ce que je te dis. » Henri donna l'ordre au colonel des gardes françaises de lui amener le duc d'Anjou au Louvre. Crillon, qui n'avait pas une profonde tendresse pour le prince, partit aussitôt. « Et toi ? » dit Henri. « Moi, j'attends mon saint. »« Et tu me rejoins au Louvre ? » ?»« Dans 1 heure. »« Alors, je te quitte. Va, mon fils. » Henri partit avec le reste de la troupe. Quant à Chicot, il s'achemina vers les écuries et, comme il entrait dans la cour,
il vit apparaître Gorenflot monté sur Panurge. Le pauvre diable n'avait pas même eu l'idée d'essayer de se soustraire au sort qui l'attendait. « Allons, allons, dit Chicot en prenant Panurge par la longe. Dépêchons, on nous attend. » Gorenflot ne fit pas l'ombre de la résistance, seulement il versait tant de larmes qu'on eût pu le voir maigrir à vue d'œil. « Quand je le disais, murmurait-il, quand je le disais. » Chicot tirait Panurge à lui, tout en haussant les épaules. 34. Où Chicot devine pourquoi d'Éperon avait du sang aux pieds et n'en avait pas aux joues. Le roi, en rentrant au Louvre, trouva ses amis couchés et dormant d'un paisible sommeil. Les événements historiques ont une singulière influence, c'est de refléter leur grandeur sur les circonstances qui les ont précédés. Ceux qui considéreront donc les événements qui devaient arriver le matin même, car le roi rentrait vers 2 heures au Louvre, ceux, disons-nous, qui considéreront ces événements avec le prestige que donne la prescience, trouveront peut-être quelque intérêt à voir le roi, qui vient de manquer perdre la couronne, se réfugier près de ses 3 amis, qui, dans quelques heures, doivent affronter pour lui un danger où il risque de perdre la vie. Le poète, cette nature privilégiée, qui ne prévoit pas, mais qui devine, trouvera, nous en sommes certains, mélancoliques et charmants ces jeunes visages que le sommeil rafraîchit, que la confiance fait sourire, et qui, pareils à des frères couchés dans le dortoir paternel, reposent sur leurs lits rangés à côté les uns des autres. Henri s'avança légèrement au milieu d'eux, suivi par Chicot, qui, après avoir déposé son patient en lieu de sûreté, était venu rejoindre le roi. Un lit était vide, celui de d'Épernon. « Pas rentré encore, l'imprudent, murmura le roi. Ah, le malheureux, ah, le fou, se battre contre Bussy, l'homme le plus brave de France, le plus dangereux du monde, et n'y pas plus songer. »« Tiens, au fait, dit Chicot. »« Qu'on le cherche, qu'on l'amène, s'écria le roi, puis qu'on me fasse venir Miron. Je veux qu'il endorme cet étourdi, fût-ce malgré lui. Je veux que le sommeil le rende robuste et souple, et en état de se défendre. »« Sire, dit un huissier, voici monsieur d'Épernon qui rentre à l'instant même. » D'Épernon venait de rentrer, en effet. Apprenant le retour du roi et se doutant de la visite qu'il allait faire au dortoir, il se glissait vers la chambre commune, espérant y arriver inaperçu. Mais on le guettait, et, comme nous l'avons vu, on annonça son retour au roi. Voyant qu'il n'y avait pas moyen d'échapper à la mercuriale, il aborda le seuil, tout confus. « Ah, te voilà enfin, dit Henri. Viens ici, malheureux. Et vois les amis. » D'Épernon jeta un regard tout autour de la chambre et fit signe qu'effectivement il avait vu. « Vois tes amis, continua Henri. Ils sont sages, ils ont compris de quelle importance est le jour de demain. Et toi, malheureux, au lieu de prier comme ils ont fait, et de dormir comme ils font, tu vas courir le passe-10 et les ribaudes. Corps Dieu, que tu es pâle, et la belle figure que tu feras demain, si tu n'en peux déjà plus ce soir. » D'Épernon était bien pâle, en effet, si pâle que la remarque du roi le fit rougir. « Allons, continua Henri, couche-toi, je le veux, et dors. Pourras-tu dormir seulement ?»« Moi, dit d'Épernon, comme si une pareille question le blessait au fond du cœur. Je te demande si tu auras le temps de dormir. Sais-tu que vous vous battez au jour, que dans cette malheureuse saison, le jour vient à 4 heures? Il en est 2. 2 heures te restent à peine. 2 heures bien employées, dit d'Épernon, suffisent à bien des choses. Tu dormiras. Parfaitement, sire. Et moi, je n'en crois rien. Pourquoi cela? Parce que tu es agité, tu penses à demain. Hélas, tu as raison, car demain, c'est aujourd'hui. Mais, malgré moi, m'emporte le désir secret de dire que nous ne sommes point encore arrivés au jour fatal. Sire, dit d'Épernon, je dormirai, je vous le promets. Mais, pour cela, faut-il encore que votre majesté me laisse dormir? C'est juste, dit Chicot. En effet, d'Épernon se déshabilla et se coucha avec un calme et même une satisfaction
qui parurent de bon augure au prince et à Chicot. « Il est brave comme un César, » dit le roi. « Si brave, fit Chicot en se grattant l'oreille, que, ma parole d'honneur, je n'y comprends plus rien. » « Vois, il dort déjà. » Chicot s'approcha du lit, car il doutait que la sécurité de d'Épernon allât jusque-là. « Oh, oh » fit-il tout à coup. « Quoi donc » demanda le roi. « Regarde. » Et, du doigt, Chicot montra au roi les bottes de d'Épernon. « Du sang » murmura le roi. « Il a marché dans le sang, mon fils. Quel brave !»« Serait-il blessé ?» demanda le roi avec inquiétude. « Bah, il l'aurait dit. Et puis, à moins qu'il ne fût blessé comme Achille, au talon. »« Tiens, et son pourpoint aussi est taché, vois sa manche. Que lui est-il donc arrivé ?»« Peut-être a-t-il tué quelqu'un, dit Chicot. »« Pourquoi faire ?»« Pour se faire la main, donc. »« C'est singulier, fit le roi. » Chicot se gratta beaucoup plus sérieusement l'oreille. Hum, dit-il. Tu ne me réponds pas. Si fait, je fais Cela signifie beaucoup de choses, ce me semble. Mon Dieu, dit Henri, que se passe-t-il donc autour de moi, et quel est l'avenir qui m'attend? Heureusement que demain... Aujourd'hui, mon fils, tu confonds toujours. Oui, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, je serai tranquille. Pourquoi cela? Parce qu'ils m'auront tué les Angevins maudits. Tu crois, Henri? J'en suis sûr. Ils sont braves. Je n'ai pas entendu dire que les Angevins fussent lâches. Non, sans doute. Mais vois comme ils sont forts. Vois le bras de Schomberg, les beaux muscles, les beaux bras. Ah, si tu voyais celui d'Entraguet. Vois cette lèvre impérieuse de Caylus, et ce front de Maugiron, hautain jusque dans son sommeil. Avec de telles figures, on ne peut manquer de vaincre. Ah, quand ces yeux-là lancent l'éclair, l'ennemi est déjà à moitié vaincu. Cher ami, dit Chicot, en secouant tristement la tête, il y a, au-dessous de fronts aussi hautains que celui-ci, des yeux que je connais, qui lancent des éclairs non moins terribles que ceux sur lesquels tu comptes. Est-ce là tout ce qui te rassure? Non, viens, et je te montrerai quelque chose. Où cela? Dans mon cabinet. Et ce quelque chose que tu vas me montrer te donne la confiance de la victoire? Oui. Viens donc. Attends. Et Henri fit un pas pour se rapprocher des jeunes gens. Quoi? Demanda Chicot. Écoute, je ne veux, demain, ou plutôt aujourd'hui, ni les attrister, ni les attendrir. Je vais prendre congé d'eux tout de suite. Chicot secoua la tête. Prends, mon fils, dit-il. L'intonation de voix avec laquelle il prononça ces paroles était si mélancolique que le roi sentit un frisson qui parcourait ses veines et qui conduisait une larme à ses yeux arides. « Adieu, mes amis, » murmura le roi. « Adieu, mes bons amis. » Chicot se détourna, son cœur n'était pas plus de marbre que celui du roi. Mais bientôt, comme malgré lui, ses yeux se reportèrent sur les jeunes gens. Henri se penchait vers eux et les baisait au front l'un après l'autre. Une pâle bougie rose éclairait cette scène et communiquait sa teinte funèbre aux draperies de la chambre et au visage des acteurs. Chicot n'était pas superstitieux, mais lorsqu'il vit Henri toucher de ses lèvres le front de Maugiron, de Caylus et de Schomberg, son imagination lui représenta un vivant désolé qui venait faire ses adieux à des morts déjà couchés sur leur tombeau. « C'est singulier, dit Chicot. Je n'ai jamais éprouvé cela. Pauvres enfants. » À peine le roi eut-il achevé d'embrasser ses amis que d'Épernon rouvrit les yeux pour voir s'il était parti. Il venait de quitter la chambre, appuyé sur le bras de Chicot. D'Épernon sauta en bas de son lit et se mit à effacer du mieux qu'il put les taches de sang empreintes sur ses bottes et sur son habit. Cette occupation ramena sa pensée vers la scène de la place de la Bastille. « Je n'eusse jamais eu, murmura-t-il, assez de sang pour cet homme qui en a tant versé ce soir à lui seul. » Et il se recoucha. Quant à Henri, il conduisit Chicot à son cabinet et, ouvrant un long coffret d'ébène doublé de satin blanc,
Tiens, dit-il, regarde. Des épées, fit Chicot. Je vois bien. Après. Oui, des épées. Mais des épées bénites, cher ami. Par qui? Par notre Saint-Père le Pape lui-même, lequel m'accorde cette faveur. Tel que tu le vois, ce coffret, pour aller à Rome et revenir, me coûte 20 chevaux et 4 hommes. Mais j'ai des épées. Piquent-elles bien? Demanda Chicot. Sans doute. Mais ce qui fait leur mérite suprême, Chicot, c'est d'être bénites. Oui, je le sais bien, mais cela me fait toujours plaisir de savoir qu'elles piquent. Païen. Voyons, mon fils, maintenant parlons d'autre chose. Soit, mais dépêchons. Tu veux dormir? Non, je veux prier. En ce cas, parlons d'affaires. As-tu fait venir monsieur d'Anjou? Oui, il attend en bas. Que comptes-tu en faire? Je compte le faire jeter à la Bastille. C'est fort sage. Seulement choisis un cachot bien profond, bien sûr, bien clos. Celui, par exemple, qui a reçu le connétable de Saint-Paul ou Jacques d'Armagnac. Oh, sois tranquille. Je sais où l'on vend de beaux velours noirs, mon fils. Chicot, c'est mon frère. C'est juste. Et, à la cour, le deuil de famille se porte en violet. Lui parleras-tu? Oui, certainement. Ne fût-ce que pour lui ôter tout espoir, en lui prouvant que ses complots sont découverts. Fit Chicot. Vois-tu quelque inconvénient à ce que je l'entretienne? Non. Mais, à ta place, je supprimerai le discours et doublerai la prison. Qu'on amène le duc d'Anjou, dit Henri. C'est égal, dit Chicot en secouant la tête. Je m'en tiens à ma première idée. Un moment après, le duc entra. Il était fort pâle et désarmé. Crillon le suivait, tenant son épée à la main. « Où l'avez-vous trouvé » demanda le roi à Crillon, l'interrogeant du même ton que si le duc n'eût point été là. « Sire, son Altesse n'était pas chez elle, mais un instant après que j'eus pris possession de son hôtel au nom de votre Majesté, son Altesse est rentrée, et nous l'avons arrêtée sans résistance. »« C'est bien heureux, » dit le roi avec dédain. Puis, se retournant vers le prince. « Où étiez-vous, monsieur » demanda-t-il. « Quelque part que je fusse, sire. Soyez convaincu, répondit le duc, que je m'occupais de vous. »« Je m'en doute, dit Henri. Et votre réponse me prouve que je n'avais pas tort de vous rendre l'appareil. » François s'inclina, calme et respectueux. « Voyons, où étiez-vous » dit le roi en marchant vers son frère. « Que faisiez-vous, tandis qu'on arrêtait vos complices ?»« Mes complices » dit François. « Oui, vos complices, » répéta le roi. « Sire, à coup sûr, votre majesté est mal renseignée à mon égard. »« Oh, cette fois, monsieur, vous ne m'échapperez pas, et votre carrière de crime est terminée. Cette fois encore, vous n'hériterez pas de moi, mon frère. »« Sire, par grâce, modérez-vous. Il y a bien certainement quelqu'un qui vous aigrit contre moi. »« Misérable !» s'écria Henri au comble de la colère. « Tu mourras de faim dans un cachot de la Bastille. »« J'attends vos ordres, sire. » Et je les bénis. Dussent-ils me frapper de mort. « Mais enfin, où étiez-vous, hypocrite ?»« Sire, je sauvais votre majesté, et je travaillais à la gloire et à la tranquillité de son règne. »« Oh » fit le roi pétrifié, « sur mon honneur, l'audace est grande. »« Bah » fit Chicot en se renversant en arrière, « contez-nous donc cela, mon prince. Ce doit être curieux. »« Sire, je le dirais à l'instant même à votre majesté, si votre majesté m'eût traité en frère. Mais comme elle me traite en coupable, j'attendrai que l'événement parle pour moi. » Sur ces mots, il salua de nouveau, et plus profondément encore que la première fois, le roi son frère, et, se retournant vers Crillon et les autres officiers qui étaient là, « Ça, dit-il, lequel d'entre vous, messieurs, va conduire le premier prince du sang de France à la Bastille ?» Chicot réfléchissait. Un éclair illumina son esprit. « Ah ah » murmura-t-il, « je crois que je comprends. À cette heure, pourquoi M. d'Épernon avait tant de sang aux pieds et en avait si peu sur les joues. » 35. Le matin du combat.
Un beau jour se levait sur Paris. Aucun bourgeois ne savait la nouvelle. Mais les gentilshommes royalistes et ceux du parti de Guise, ces derniers encore dans la stupeur, s'attendaient à l'événement et prenaient des mesures de prudence pour complimenter à temps le vainqueur. Ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, le roi ne dormit point de toute la nuit. Il pria et pleura, et, comme, après tout, c'était un homme brave et expérimenté, surtout en matière de duel, il sortit vers 3 heures du matin avec Chicot pour aller rendre à ses amis le seul office qu'il fût en son pouvoir de leur rendre. Il alla visiter le terrain où devait avoir lieu le combat. Ce fut une scène bien remarquable et, disons-le, sans raillerie, bien peu remarquée. Le roi, vêtu d'habits de couleur sombre, enveloppé d'un large manteau, l'épée au côté, les cheveux et les yeux cachés sous les bords de son chapeau, suivit la rue Saint-Antoine jusqu'à 300 pas en avant de la Bastille. Mais, arrivé là, voyant un grand rassemblement de monde un peu au-dessus de la rue Saint-Paul, il ne voulut point se hasarder dans cette foule, prit la rue Sainte-Catherine et gagna par derrière l'enclos des Tournelles. Cette foule, on devine ce qu'elle faisait là. Elle comptait les morts de la nuit. Le roi l'évita, et, en conséquence, ne sut rien de ce qui s'était passé. Chicot, qui avait assisté à la querelle, ou plutôt à l'accord qui avait eu lieu 8 jours auparavant, expliquait au roi, sur l'emplacement même où l'affaire allait se passer, la place que devaient occuper les combattants et les conditions du combat. À peine renseigné, Henri se mit à mesurer l'espace, regarda entre les arbres, calcula la réflexion du soleil et dit « Caylus se trouvera bien exposé. Il aura le soleil à droite, juste dans l'œil qui lui reste, tandis que Maugiron aura toute l'ombre. Caylus aurait dû prendre la place de Maugiron, et Maugiron, qui a des yeux excellents, celle de Caylus. Voilà qui est bien mal réglé jusqu'à présent. Quant à Schomberg, qui a le jarret faible, il a un arbre pour lui servir de retraite en cas de besoin. Voilà qui me rassure pour lui. Mais Caylus, mon pauvre Caylus !» Et il secoua tristement la tête. « Tu me fais peine, mon roi, » dit Chicot. « Voyons, ne te tourmente pas ainsi. Que diable! Ils auront ce qu'ils auront. » Le roi leva les yeux au ciel et soupira. « Voyez, mon Dieu, comme il blasphème, » murmura-t-il. « Mais heureusement, vous savez que c'est un fou. » Chicot leva les épaules. « Et d'Épernon, » reprit le roi, « je suis, par ma foi, injuste. Je ne pensais pas à lui. D'Épernon qui aura affaire à Bussy, comme il va être exposé. Regarde la disposition du terrain, mon brave Chicot. À gauche, une barrière, à droite, un arbre, derrière, un fossé. D'Épernon qui aura besoin de rompre à tout moment, car Bussy, c'est un tigre, un lion, un serpent. Bussy, c'est une épée vivante, qui bondit, qui se développe, qui se replie. Bah, dit Chicot, je ne suis pas inquiet de D'Épernon, moi. Tu as tort, il se fera tuer. Lui? Pas si bête. Il aura pris ses précautions, va. Comment l'entends-tu? J'entends qu'il ne se battra pas, mordieu. Allons donc, ne l'as-tu pas entendu tout à l'heure? Justement. Eh bien, c'est pour cela que je te répète qu'il ne se battra point. Homme incrédule et méprisant. Je connais mon Gascon, Henri. Mais, si tu m'en crois, retirons-nous, cher sire. Voilà le grand jour venu. Retournons au Louvre. Peux-tu croire que je resterai au Louvre pendant le combat? Ventre de biche, tu y resteras. Car si l'on te voyait ici, chacun dirait, au cas où tes amis seraient vainqueurs, que tu as forcé la victoire par quelque sortilège, et, au cas où ils seraient vaincus, que tu leur as porté malheur. Eh, que me font les bruits et les interprétations? Je les aimerai jusqu'au bout. Je veux bien que tu sois esprit fort, Henri. Je te fais même mon compliment d'aimer tes amis. C'est une vertu rare chez les princes. Mais je ne veux pas que tu laisses M. d'Anjou seul au Louvre. Crillon n'est-il pas là? Crillon n'est qu'un buffle, un rhinocéros, un sanglier, tout ce que tu voudras de brave et d'indomptable, tandis que ton frère, c'est la vipère, c'est le serpent à sonnette, c'est tout animal dont la puissance est moins dans sa force que dans son venin. Tu as raison.
J'aurais dû le faire jeter à la Bastille. Je t'avais bien dit que tu avais tort de le voir. Oui, j'ai été vaincu par son assurance, par son aplomb, par ce service qu'il prétend m'avoir rendu. Raison de plus pour que tu t'en défies. Rentrons, mon fils, crois-moi. Henri suivit le conseil de Chicot et reprit avec lui le chemin du Louvre après avoir jeté un dernier regard sur le futur champ du combat. Déjà tout le monde était sur pied dans le Louvre, lorsque le roi et Chicot y entrèrent. Les jeunes gens s'y étaient éveillés des premiers et se faisaient habiller par leurs laquais. Le roi demanda à quelle chose ils s'occupaient. Schomberg faisait des pliés, Caylus se bassinait les yeux avec de l'eau de vigne, Maugiron buvait un verre de vin d'Espagne, d'Épernon aiguisait son épée sur une pierre. On pouvait le voir, d'ailleurs, car il s'était, pour cette opération, fait apporter un grès à la porte de la chambre commune. « Et tu dis que cet homme n'est pas un Bayard ?» fit Henri en le regardant avec amour. « Non, je dis que c'est un rémouleur. Voilà tout, » reprit Chicot. D'Épernon le vit et cria « Le roi !» Alors, malgré la résolution qu'il avait prise, et que même, sans cette circonstance, il n'eût pas eu la force de maintenir, Henri entra dans leur chambre. Nous l'avons déjà dit, c'était un roi plein de majesté et qui avait une grande puissance sur lui-même. Son visage, tranquille et presque souriant, ne trahissait donc aucun sentiment de son cœur. « Bonjour, messieurs, dit-il, je vous trouve en excellente disposition, ce me semble. »« Dieu merci, oui, sire, » répliqua Caylus. « Vous avez l'air sombre, Maugiron. »« Sire, je suis très superstitieux, comme le sait votre majesté. Et, comme j'ai fait de mauvais rêves, je me remets le cœur avec un doigt de vin d'Espagne. »« Mon ami, dit le roi, il faut se rappeler, et je parle d'après Miron, qui est un grand docteur, il faut se rappeler, dis-je, que les rêves dépendent des impressions de la veille, mais n'influent jamais sur les actions du lendemain, sauf toutefois la volonté de Dieu. Aussi, sire, dit d'Épernon, me voyez-vous aguerri. J'ai aussi fort mal songé cette nuit. Mais, malgré le songe, le bras est bon et le coup d'œil perçant. Et il se fendit contre le mur, auquel il fit une entaille avec son épée, fraîche et moulue. « Oui, dit Chicot, vous avez rêvé que vous aviez du sang à vos bottes. Ce rêve-là n'est pas mauvais. Il signifie que l'on sera un jour un triomphateur dans le genre d'Alexandre et de César. »« Mais brave, dit Henri, vous savez que l'honneur de votre prince est en question, puisque c'est sa cause, en quelque sorte, que vous défendez. Mais l'honneur seulement, entendez-vous bien. Ne vous préoccupez donc pas de la sécurité de ma personne. Cette nuit, j'ai assis mon trône de manière que, d'ici à quelque temps du moins, aucune secousse ne le puisse ébranler. Battez-vous donc pour l'honneur. »« Sire, soyez tranquille. »« Nous perdrons peut-être la vie, dit Caylus, mais, en tout cas, l'honneur sera sauf. »« Messieurs, continua le roi, je vous aime tendrement, et je vous estime aussi. Laissez-moi donc vous donner un conseil. Pas de fausse bravoure. Ce n'est pas en mourant que vous me donnerez raison, mais en tuant vos ennemis. »« Oh, quant à moi, dit d'Épernon, je ne fais pas de quartier. »« Moi, dit Caylus, je ne réponds de rien. Je ferai ce que je pourrai, voilà tout. »« Et moi, dit Maugiron, je réponds à sa majesté que, si je meurs, je tuerai mon homme coup pour coup. »« Vous vous battez à l'épée seule ? » ?»« À l'épée et à la dague, dit Schomberg. » Le roi tenait sa main sur sa poitrine. Peut-être cette main et ce cœur, qui se touchaient, se parlaient-ils l'un à l'autre de leurs craintes par leurs frémissements et leurs pulsations. Mais, à l'extérieur, fier, l'œil sec, la lèvre hautaine, il était bien le roi, c'est-à-dire qu'il envoyait bien des soldats au combat et non des amis à la mort. « En vérité, mon roi, lui dit Chicot, tu es vraiment beau en ce moment. » Les gentilshommes étaient prêts. Il ne leur restait plus qu'à faire la révérence à leur maître. « Allez-vous à cheval ?» dit Henri. « Non pas, sire, dit Caylus, nous marcherons. C'est un salutaire exercice, il dégage la tête, et votre majesté l'a dit 1000 fois, c'est la tête plus que le bras qui dirige l'épée. Vous avez raison, mon fils.
Votre main. Caylus s'inclina et baisa la main du roi. Les autres l'imitèrent. D'épernon s'agenouilla en disant « Sire, bénissez mon épée. » « Non pas, d'Épernon, fit le roi. Rendez votre épée à votre page. Je vous réserve des épées meilleures que les vôtres. Apporte les épées, Chicot. »« Non pas, dit le Gascon. Donne cette commission au capitaine des gardes, mon fils. Je ne suis qu'un fou, moi, qu'un païen même. Et les bénédictions du ciel pourraient se changer en sortilèges funestes, si le diable, mon ami, s'avisait de regarder à mes mains et s'apercevait de ce que je porte. »« Quelles sont donc ces épées, sire ?» demanda Schomberg, en jetant un coup d'œil sur la caisse qu'un officier venait d'apporter. « Des épées d'Italie, mon fils. Des épées forgées à Milan. Les coquilles en sont bonnes, vous le voyez. Et comme, à l'exception de Schomberg, vous avez tous les mains délicates, le premier coup de fouet vous désarmerait si vos mains n'étaient bien emboîtées. »« Merci, merci, Majesté, » dirent ensemble et d'une seule voix les 4 jeunes gens. « Allez, il est temps, » dit le roi, qui ne pouvait dominer plus longtemps son émotion. « Sire, » demanda Caylus, « n'aurons-nous point, pour nous encourager, les regards de votre Majesté ? Non, cela ne serait pas convenable. Vous vous battrez sans qu'on le sache, vous vous battrez sans mon autorisation. Ne donnons pas de solennité au combat, qu'on le croie surtout le résultat d'une querelle particulière. » Et il les congédia d'un geste vraiment majestueux. Lorsqu'ils furent hors de sa présence, que les derniers valets eurent franchi le seuil du Louvre, et qu'on n'entendit plus le bruit ni des éperons ni des cuirasses que portaient les écuyers armés en guerre. « Ah, je me meurs !» dit le roi en tombant sur une estrade. « Et moi, dit Chicot, je veux voir ce duel. J'ai l'idée, je ne sais pourquoi, mais je l'ai, qu'il s'y passera quelque chose de curieux à l'endroit de d'Épernon. »« Tu me quittes, Chicot ?» dit le roi d'une voix lamentable. « Oui, dit Chicot, car si quelqu'un d'entre eux faisait mal son devoir, je serais là pour le remplacer et soutenir l'honneur de mon roi. »« Va donc, dit Henri. » À peine le Gascon eut-il congé qu'il partit, rapide comme l'éclair. Le roi alors rentra dans sa chambre, en fit fermer les volets, défendit à qui que ce fût, dans le Louvre, de pousser un cri ou de proférer une parole, et dit seulement à Crillon, qui savait tout ce qui allait se passer. « Si nous sommes vainqueurs, Crillon, tu me le diras. Si, au contraire, nous sommes vaincus, tu frapperas 3 coups à ma porte. »« Oui, sire, » répondit Crillon en secouant la tête. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. Si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.